Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la France mobilise des fonds pour la reconstruction et la stabilisation de l'extrême nord Cameroun. Jean-Yves Le Drian, en visite dans cette région, a donc annoncé le déblocage de 30 milliards de francs CFA comme contribution de son pays dans la guerre contre le terrorisme. La psychose s'est emparée des populations d'Ebonné dans le département du Mungo, quelques jours seulement après la violente agression du proviseur du lycée bilingue. Des individus lourdement armés ont cambriolé la mairie hier soir et sont repartis avec une somme de plus de 3 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la France s'engage à soutenir le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. En visite dans la région de l'extrême nord, Jean-Yves Le Drian a annoncé le déblocage d'une somme de 30 milliards de francs CFA pour l'assainissement de plusieurs localités et le financement de nombreux projets. D'autres précisions dans ce reportage de Kediara Amadou Daïrou. Visite du chef de la diplomatie française dans la région de l'extrême nord Cameroun. Jean-Yves Le Drian témoigne de la sollicitude de son pays aux populations victimes de Boko Haram et annonce un soutien financier de près de 30 milliards de francs CFA, soit 45 millions d'euros, pour booster le développement de la région et y lutter contre l'insécurité. Nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme. J'ai voulu aussi dire aux autorités locales combien cet engagement serait aussi un engagement financier, parce que j'ai annoncé 45 millions d'euros de soutien au développement de cette région. Les chiffres font froid dans le dos. En effet, selon Midi Awabakari, le gouverneur de la région, c'est au total 1300 attaques à main armée que l'extrême nord a enregistrées en 5 ans. Attaques au cours desquelles plusieurs personnes ont trouvé la mort. Des personnes issues des familles installées dans la région, mais aussi des comités de vigilance engagés dans le front de la lutte contre ces terroristes. C'est donc fort de ce constat que le chef de la diplomatie française va inscrire cette aide au chapitre de la continuité. Cet engagement sera un engagement dans la durée, parce que ce combat qui est mené contre Boko Haram et contre l'ISWAP, c'est aussi le combat de la sécurité de la France. C'est à la fois la sécurité des populations ici et c'est le combat pour la sécurité de la France. Ces engagements ont été pris au cours d'une réunion de concertation entre les autorités de la région, les élus locaux, les chefs traditionnels des localités touchées et le ministre français. Au terme de la rencontre, le maire de Maroua Ier, Amadou Amidou, a offert aux diplomates quelques objets d'art qui font la fierté de la région et qui sont révélateurs du génie que possèdent les jeunes de Maroua, des jeunes aujourd'hui sans emploi du fait de la guerre contre Boko Haram. Et dans la région de l'Est Cameroun, malgré quelques incursions sporadiques des bandes armées, le ministre Paul Atangandi fait un diagnostic positif du climat sécuritaire dans cette région. Le patron de l'administration territoriale y a présidé une réunion de sécurité au lendemain du départ de la première vague de réfugiés centrafricains au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Guizogo Emmanuel Diop. Devant l'insécurité grandissante dans la région de l'Est et singulièrement dans son chef-lieu Bertoua, une réunion sécuritaire vient d'examiner cette question. La situation sécuritaire est sous contrôle. Et puis depuis un certain temps, il y a beaucoup de touristes qui arrivent ici, beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent investir. Ça veut dire c'est cette sérénité qu'il faut maintenir. Néanmoins, il est question de renforcer la lutte contre la criminalité. Il faut davantage renforcer la lutte contre la grande criminalité qui est en baisse. C'est ça déjà la très bonne nouvelle. Le travail qui a été fait par les autorités administratives et les FMO, on a régulé les activités des mototaxis, ce qui a réduit les enlèvements. Les mototaxis sont présentés comme devant faire l'objet d'une organisation plus efficiente.
Il y a des conducteurs de moto-taxi également, c'est une activité qu'il faut un peu contrôler parce que normalement on doit immatriculer des moto-taxis. Les conducteurs doivent avoir des chasubles numérotés, les chasubles d'identification. Donc comme ça facilite le travail des FMO, les forces de maintien de l'ordre. Mais le ministre de l'administration territoriale consent qu'il y a des problèmes récurrents comme les délestages. Il y a des problèmes de délestage qui reviennent tout le temps. Le courant électrique, tout le temps, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a certaines routes qu'il faut réhabiliter ou construire. Donc c'est des doléances qui sont à la portée du gouvernement. Dans le registre électoral, l'accompagnement de l'ECAM est à l'ordre du jour pour les échéances électorales à venir. Il faudrait que l'administration accompagne l'ECAM parce qu'il peut y avoir des élections à tout moment. C'est le chef d'État qui détient le calendrier, mais je leur demande d'accompagner l'ECAM parce que le MINAT, c'est l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Au total, la présence des hommes d'affaires en grand nombre et la fréquentation assidue des parcs par plusieurs touristes fait croire au ministre de l'administration territoriale que la sécurité est bien réelle à l'est du Cameroun. Bien loin des récits des populations qui font état de forfaits quotidiens des criminels de tout ordre. Et toujours dans ce registre sécurité, plusieurs jours après l'agression du proviseur du lycée bilingue d'Eboneh dans le département du Mungo, le sous-préfet de l'ONACO a tenu une réunion de crise avec les responsables d'établissements et enseignants pour les inviter à reprendre des cours. Cependant, ils ont imposé des conditions pour assurer leur sécurité. Pour l'heure, les cours ont partiellement repris. Le reportage de Jacques Moulon et de Gladys Sidi. L'agression du proviseur du lycée bilingue d'Eboneh met en lumière un problème bien plus grave encore. Dans cette localité, parents, élèves, corps enseignants évoquent une insécurité grandissante, mais aussi la consommation de stupéfiants qui a pris une ampleur considérable ces dernières années. La situation va de mal en pis. Ça fait de cela 3 ans successifs que ce genre de choses arrivent, mais cette fois-ci, la scène qui s'est passée cette année-ci a été très grave. Vraiment, nous avons pris une sécurité ici de l'Eboneh. Nous sommes abandonnés. Je vous le dis bien, nous sommes abandonnés. Eboneh est abandonné. Aucun encadrement de proximité. Je me suis plaint ici au pied de l'arbre là. Il y a toujours, je déclare, je trouve les élèves bloqués là-bas. On leur dit, venez, on boit, on joue. On boit quoi? Le tramol. On boit quoi? On fait quoi? Mais, je suis d'Eboneh. Et quand je vais arriver quelque part, on dit... Depuis l'agression du chef d'établissement, les cours ont été suspendus. D'où l'inquiétude des élèves. Depuis que cet acte a été produit au lycée, nous ne faisons pas cours. Depuis que nous sommes venus à l'école, nous n'avons pas fait cours. Même aujourd'hui, nous n'avons pas fait cours. Les élèves sont inquiets et les professeurs aussi sont également inquiets. Le sous-préfet de l'ONACO a tenu une réunion de crise avec des enseignants pour les rassurer quant aux mesures de sécurité qui ont été prises afin d'assurer leur protection. Au sortir de cette rencontre, nous avons pu nous accorder sur un certain nombre de choses qui véritablement devraient nous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. Donc ce qui a lieu de retenir, c'est que les enseignements reprennent de manière sereine. Attendons l'évolution des enquêtes. Des propos qui ne semblent pas du tout rassurer les enseignants qui exigent la tenue d'une rencontre avec les élites, chefs traditionnels et les membres de l'association des parents d'élèves. Nous avons exigé que les gens du village, de la communauté villageoise et l'élite viennent parce que tous les actes de violence que nous subissons ici sont commis par les enfants de ces villages. On a énuméré, à n'en peut finir, depuis au moins 6 ans aujourd'hui. Les proviseurs qui sont succédés dans cet établissement ont chacun à son niveau été victime de cette agression. Nous sommes là actuellement, près de 40 personnes, jeunes enseignants, galvanisés dans le travail, mais ce moral que nous avions au début de cette année est en train d'être sapé par ce qui vient d'être arrivé à notre chef d'établissement. En attendant que les différentes parties trouvent un terrain d'entente, et par là une solution globale à ce problème, les cours se font à demi-teinte au lycée bilingue d'Eboneh.
Et les populations d'Ebonè ne sont pas au bout de leur peine avec ce phénomène d'insécurité qui va grandissant. Hier encore, 6 malfrats cagoulés lourdement armés ont cambriolé la mairie. Ils sont entrés par effraction et ligoté les 2 vigiles en faction. Et durant plusieurs heures, ils ont passé en revue les différents bureaux, vidant ainsi les caisses de cette municipalité. Ces brigands sont repartis avec une somme de plus de 3 160 000 francs CFA. Des populations, ce sont les agresseurs du proviseur du lycée bilingue d'Ebonè qui sèment la terreur dans cette partie du pays depuis plusieurs mois. Et parlons à présent de la lutte contre l'immigration clandestine en Afrique. Près de 250 hommes, femmes et enfants de l'Afrique de l'Ouest ont été interceptés hier au large des côtes camerounaises et ramenés à Douala dans un état de santé fragile. Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Parqués à l'arrière de la grande cour d'honneur de la base navale de Douala, ces hommes, femmes et enfants de l'Afrique de l'Ouest étaient en partance pour le Gabon. Dans l'après-midi, le navire qui était en patrouille au large de la Sanaga a intercepté hier une embarcation ayant à son bord plus de 230 bonhommes. Ces citoyens nigérians, nigériens, maliens, béninois, togolais, sénégalais, burkinabés et guinéens ont été pêchés dans des embarcations de fortune au large des côtes camerounaises aux premières heures de la matinée du 24 octobre courant. Ces navires déjà n'avaient aucun appareil de communication, pas de gilet de sauvetage, pas de bouée de sauvetage. Donc ils présentaient un danger certain. Fragilisés par des conditions rudes de voyage, plusieurs de ces migrants clandestins présentaient un état de santé inquiétant. Nous avons dans un premier temps immobilisé le navire, transféré le passager qui était en danger dans cette embarcation vers notre gros navire. On les a mis en sécurité et entre-temps même il y en avait qui étaient malades que nous avons évacués rapidement dans notre infirmerie ici à la base navale de Douala qui sont en ce moment pris en charge par l'infirmerie. Ici là c'est M. Adama, il a 30 ans. Il est arrivé dans un état inconscient. Vous voyez le brancard là, ça fait ça qu'on l'a transporté ici, il ne marchait pratiquement pas. Il est arrivé dans un état inconscient. Et depuis la nuit, on essaie de le faire un remplissage veineux pour le remonter. Une fois leur forme et fraîcheur physique recouvrées, ces 250 passagers clandestins et 9 de leurs passeurs seront remis aux administrations compétentes. Et ce coup de filet de la Marine nationale s'inscrit dans la lutte contre le trafic des mineurs, la piraterie maritime, la pêche illégale dans les eaux territoriales camerounaises. Une mission régalienne de sécurisation de la façade maritime du Cameroun. Je vous propose d'écouter à présent quelques migrants qui reviennent sur les raisons de leur voyage. Bon, pourquoi on va là-bas? C'est parce que ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas, c'est pourquoi on voyage. Moi maintenant, problème des pays, on voulait m'attraper. C'est pourquoi j'ai fui de chez moi. J'ai fait 3 mois ici parce que c'est tour par tour. Le tour n'est pas encore arrivé. Je me suis venu cacher ici. J'ai un petit frère là-bas, c'est chez lui, je m'en vais. On mange. Quand on voulait voyager comme ça, il y a, on achète les biscuits, les boissons, des coca, tout ça là. Et puis dans pirogue là, il y a une gaz. Et que si ça fait matin comme ça, les gens qui roulent pirogue là, ils préparent et ils nous donnent chacun de nous, on mange un peu. Chez moi, je préfère aller vivre au Gabon. C'est pas mauvais d'aller vivre là où tu vas te sentir à l'aise. Vous voyez, non? C'est un peu ça en fait. Et les dangers du voyage? Danger des voyages, sinon ça va. Ceux qui nous connaissent là, ils ont bien calculé le temps, tout. Donc pour le moment, vraiment ça va. Hein? La vague, ça va, il n'y a rien, il n'y a pas de danger là-dessus. L'aéroport international de Douala dispose-t-il d'équipements et outils nécessaires pour intervenir en cas de crise ou toute autre forme d'attaque? Une simulation de prise d'otages a été donc organisée ce jour en vue d'évaluer les techniques et méthodes utilisées. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Ekwa et de Gladys Sidi.
L'aéroport de Douala s'arrime aux normes internationales, surtout dans la gestion de crises sécuritaires. Le gendarme de l'air, la Cameroun Civil Aviation Authority, a pu évaluer au cours d'un exercice la réaction générale et les procédures spécifiques et collectives des différents organismes et administrations appelés à intervenir dans les types de crises de sûreté de l'aviation définis dans le plan d'urgence. L'objectif atteint qui était de tester le plan d'urgence sectoriel des différents membres qui interviennent dans la sûreté de l'aviation et évaluer la capacité de riposte de ces derniers, ma foi, a été une réussite. Nous avons observé de temps en temps, nous disons ici que le but a été atteint. Le but de cette opération est beaucoup plus d'assurer la résolution heureuse, pertinente et sereine de cet incident avec un minimum d'impact sur les vies humaines et sur les biens. Et nous sommes certains que la multiplication de cet exercice pourra mieux former les différents acteurs de la chaîne de sûreté sur la place aéroportière. À travers l'exercice VORI 3, l'autorité aéronautique a aussi évalué la cohésion, la synergie, l'action concertée entre les services, les équipements en urgence et les infrastructures, afin de se préparer et de se prémunir contre les actes d'intervention illicite ou toute autre crise dans cet aéroport. Et la page politique de ce journal Elections Cameroun évalue les opérations d'inscription sur les listes électorales. L'organe vient de faire le point sur le processus afin de mieux préparer les échéances prévues en 2020 au Cameroun. Occasion également d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Dallas Chana et Donald Brice, Kamgan. Dans la région du littoral, ils sont un peu plus d'1 million inscrits sur les listes électorales à la clôture le 31 août dernier. Le chiffre est encourageant, mais il faut ratisser plus large, admet Elections Cameroun. Les listes provisoires sont disponibles dans les antennes d'Elections Cameroun ainsi que sur l'Internet pour que les uns et les autres vérifient leurs inscriptions. Pour un meilleur score, une plus grande implication des formations politiques est attendue, mais Elections Cameroun ne bouderait pas un renforcement de ses moyens de déploiement sur le terrain. Cela demande beaucoup de moyens, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Donc nous sommes toujours demandeurs pour faire toujours mieux que ce que nous faisons actuellement. Avant les législatives et les municipales prévues l'an prochain, un toilettage du fichier électoral permettra d'éliminer les décédés et les condamnés afin d'obtenir les statistiques finales. Magazine de ce journal, l'activité de mototaxi a le vent en poupe à Saint-Mélima dans la région du sud Cameroun. Faute de mieux, de nombreux jeunes en ont fait le gagne-pain et c'est tant bien que mal de joindre les deux bouts et parmi eux des personnes bradées de diplômes et qualifications professionnelles qui n'ont pas pu jusqu'ici trouver un emploi décent, ceci à cause du chômage et du sous-emploi. Nos reporters Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop ont rencontré quelques-uns et voici le reportage. Un après-midi d'octobre, au lieu du carrefour en 2000 à Saint-Mélima. De part et d'autre du carrefour, des points de ramassage où sont stationnés des conducteurs de moto, communément appelés benskinners. Parmi eux, Francis Thiam et Olivier Mvandor, considérés comme des doyens dans ce qui est devenu leur métier, avec pour chacun au moins 12 ans d'expérience. On a eu à fréquenter, on a fait des formations, on a nos diplômes à la maison, on dépose les dossiers partout. On a qui pour nous confirmer, on appelle ça comment, pour nous recommander. On a personne, on est là pour nourrir nos familles. Il y a 4 enfants là, je suis là. Ils sont au collège. J'ai eu le bac C en 96. Au Cameroun, il a arrêté les concours. Finalement, il faut faire quoi? On se lance dans la moto parce que si déjà on a le pain quotidien, on peut s'occuper de la famille, malgré les tracasseries de la mairie et tout le reste. Joseph Mintiene est un peu plus jeune dans le métier.
Il conduit la moto depuis 4 ans. Formation topographe, sorti de l'école des travaux publics depuis 2011. J'ai commencé à travailler à Carson depuis 2013. Alors il y a eu des problèmes. On nous a tous envoyés en congé technique. Et c'est ce congé technique qui fait en sorte que je me retrouve sur la moto. Francis, Olivier et Joseph ont ceci de particulier qu'ils se sont retrouvés dans la moto, faute de mieux. Formés dans divers domaines, ils ont tenté plusieurs concours administratifs sans avoir la chance de figurer parmi les heureux élus. J'ai fait le concours de la police, ça n'a pas marché. J'ai fait le concours des postes, ça n'a pas marché. Et vu l'âge, finalement, j'ai dépassé la limite d'âge pour faire les concours. Je me suis donc retrouvé, c'est pour ça que je me retrouve sur la moto. Et je suis certifié presque 7 certificats de qualification professionnelle à la maison. J'ai fait le port, la formation du port, je suis là. J'ai fait la prévention routière, je suis là. J'ai fait l'agriculture, je suis là. On dit qu'attendez, déposez les dossiers. On vient même avec l'histoire des projets, là on ne s'en sort pas. On crie les gens, il est dans telle famille, sort dans telle famille, là on valide ton projet. Les FNE viennent là, on dépose les dossiers, il n'y a rien. Il n'y a pas d'emploi, cherchez les emplois, c'est ça que nous on veut. Plus grave encore, certains projets logés dans la ville qui pouvaient absorber ces diplômés ne marchent pas. Les usines de manioc qu'on a fait là-bas où on pouvait travailler, on ne travaille pas, c'est fermé. On se demande où on part. Un projet de rue comme Samuel Madjoum, quand nous on est en train de travailler à Carson, qui est arrêté, on ne sait pas où ça bloque. Donc c'est justement ça, que nous aussi on se plaint ici. Ils sont des centaines dans la ville de Saint-Mélima et ses environs qui ont pour bureau l'engin à 2 roues. C'est leur gagne-pain quotidien. Certainement pas l'idéal recherché, mais au moins les quelques bénéfices engrangés assurent la pitance quotidienne. On a des papiers à faire, peut-être des papiers de gilets à la mairie, l'assurance. On se bat, on peut payer peut-être le loyer et envoyer les enfants à l'école. Mais franchement, ce n'est pas bon parce que tu ne peux pas fréquenter et venir rester sur la moto. On ne s'en sort pas, ça c'est pour le chercher manger. Est-ce qu'on va vieillir sur les motos? Pour investir sur cette activité, on ne peut pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Tu vas construire une maison avec la moto, en nourrissant ta femme et tes enfants. Mais ces jeunes ne désespèrent pas pour autant. Au cours de la réunion d'apaisement tenue au lendemain des tristes événements des 9 et 10 octobre 2019, les élites de la région du Sud, et précisément celles du département du Dja-et-Lobo, ont promis se pencher sur le sort des jeunes désœuvrés. Maintenant, ils ont pris des dispositions pour inscrire les noms des enfants dans la liste afin de trouver des concours pour ceux qui en ont l'âge et acheter les motos pour ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent faire un versement à la mairie pour ne plus commettre des gaffes comme le vandalisme et le vol, ainsi de suite. Mais il faut d'abord que les jeunes eux-mêmes essaient d'abord de s'organiser parce que c'est un problème de responsabilité. Mais on espère que peut-être cette fois-ci, peut-être ils vont tenir en compte ce qu'ils nous ont fait comme promesse. Ils peuvent quand même nous faire avoir peut-être des petits recrutements, bien des petits projets pour s'en sortir. En attendant, chacun se débrouille avec sa moto et c'est déjà mieux que d'errer en longueur de journée. Mais ont-ils seulement le choix dans un environnement où l'emploi est rare? Et de nombreux agents de l'État sont sans pension et cette irrégularité est due au non-reversement des primes et indemnités par certaines administrations. La situation a souvent été à l'origine des remous sociaux. Le ministre des Finances veut traiter cette question. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Donald Brice Kangan. Des remous sociaux d'agents publics insatisfaits de la gestion de leurs pensions, l'actualité offre des clichés à souhait. Au ministère des Finances, le diagnostic est fait, beaucoup d'entreprises publiques et parapubliques affichent des défaillances en matière de manipulation des pensions des fonctionnaires. La cadence de reversement des cotisations de pension. Il y a des structures qui ne le font pratiquement jamais, il y a des structures qui le font par à-coup. Il y a maintenant un problème au niveau de la détermination du montant de calcul, des montants qui ne sont pas souvent des montants attendus au niveau du ministère des Finances. Donc quand il y a une différence entre le montant attendu et ce qui devrait être reversé, vous comprenez bien qu'il y a aussi, ça peut causer quelques difficultés. Traiter ces manquements, c'est améliorer le savoir-faire des agents comptables et contrôleurs financiers, des entreprises publiques sur les méthodes de calcul et l'exigence légale de déposer les pensions des agents publics, ces acteurs étant les opérateurs à la base. Le ministère des Finances, pour sa part, indique avoir mis sur pied une application permettant de rendre plus efficace le calcul des pensions des agents de l'État en détachement. La sensibilisation de ces deux acteurs majeurs sur non seulement les méthodes de calcul de ces reversements pour cotisation pension, mais également présenter une application qu'on appelle Angifod, qui est une application nationale qui est chargée de permettre, de faciliter en tout cas le reversement, le calcul de ces montants. Est-ce suffisant pour tel mécontentement que le calcul erroné et le non-reversement des droits de pension créent la fonction publique?
Le MINFI veut croire que la formation des agents comptables et contrôleurs financiers est d'une plus-value décisive dans la gestion de ces pensions. L'enjeu, c'est aussi de répondre à l'exigence de la bonne gouvernance. Et rendons-nous à présent dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, où les nouveaux sous-préfets de Massanga et de Fumbod, récemment nommés, ont été invités à être de véritables acteurs de développement afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans leurs arrondissements respectifs. Ils ont officiellement pris le commandement. Michel Ngatchouf, Mama Soufone. Monsieur Mohamedou Bello Bamanga. Prenez le commandement. C'est le rituel de prise de commandement qui donne au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Massangam d'entrer en fonction dès ce jour. Le nouveau chef de terre a officiellement pris fonction devant les populations et les élites du coin au cours de la cérémonie d'installation conduite par le préfet du Noun, Donatien Bonyumo. C'est un fonctionnaire, certes jeune, mais aux aptitudes intellectuelles avérées, que le chef de l'État vient de nommer à la tête de l'arrondissement de Massangam. Mohamedou Bello Bamanga, c'est lui le nouveau chef de terre, administrateur civil, précédemment adjoint préfectoral de Baham en remplacement de M. Ngongo Mirabo. Une arrivée de la nouvelle autorité avec de grandes attentes et un départ bien encaissé de son prédécesseur pour les forces vives de Massangam. Il a passé moins de temps que ses prédécesseurs, juste 2 ans, 4 mois, et il a pu résoudre un certain nombre de problèmes qui étaient latents au niveau de Massangam. On voudrait seulement que le sous-préfet en train de copier le pas de son prédécesseur qui travaillait toujours avec le test et il était légaliste dans l'impartialité. Une installation au pas de course pour le préfet qui prendra la direction de Fumbot, quittant Massangam, enclavé et faire front avec la route. C'est finalement à la place de fête de l'arrondissement de Fumbot que le préfet présidera à l'installation d'un autre sous-préfet en la personne de M. Manu Digir, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Bangou, en remplacement de M. Poulon Julien Aymar. Un accueil chaleureux pour le nouveau chef de TR, bilan et attente exprimés par les fils de Fumbot. C'était un travailleur sous peu de temps qu'il a passé à Fumbot dans les 2 ans, 4 mois. Avec lui, on a entrepris beaucoup de choses. En attendant que les missions assignées soient scrupuleusement respectées, les nouveaux sous-préfets sont en place. On parle éducation à présent. Le saviez-vous qu'il est désormais possible pour les élèves des lycées et collèges de produire l'énergie renouvelable à partir des déchets organiques. Ceci grâce à une technologie mise sur pied par Israël. Le Home Biogaz a été présenté au lycée de Collecton à Yaoundé par l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. D'autres précisions avec Joël Essengaï et Cyril. C'est une technologie dite innovante que présente l'ambassade d'Israël au Cameroun au lycée de Collecton à Yaoundé. Déjà expérimenté en Israël, le biogaz a l'avantage de pouvoir transformer les déchets organiques en énergie qui permet à son tour de produire du gaz. D'un système d'home biogaz qui permet de transformer des déchets organiques, déchets animaux ou des déchets humains, en énergie qui permet de faire du gaz, qui permet de préparer de la nourriture. Et aussi de l'engrais qui peut être utilisé dans les plantes. Séance tenante, un spécimen du biogaz est présenté aux élèves. Ces derniers s'imprègnent également de son mode de fonctionnement. Ça peut être des déchets alimentaires, les épluchures de patates, de bananes et tout ce qu'on jette comme reste de nourriture à la maison. And transforms it to gas and liquid fertilizer. Donc ce système transforme ces déchets-là en gaz ou en engrais liquide. This way, the biogas system can treat the waste. Donc comme ça, le système biogaz peut traiter les déchets. Produce the gas, produire le gaz, and we save water. Et ça nous permet aussi de faire des économies en eau. La démonstration se fait en présence du ministre des Enseignements secondaires. Israël est convaincu
que c'est à l'école que l'on éduque le citoyen et que l'on se fixe un modèle de développement. Maintenant, nous l'amenons à l'école parce que nous sommes convaincus que c'est l'éducation qui conduira au changement. Des gens continuent de faire de la cuisine au charbon. Dans des domiciles, il n'y a pas de toilettes appropriées. Nous devons le changer. Des gens décèdent, meurent à cause d'un environnement malsain. Cette nouvelle technologie est un outil pour le changement, un outil naturel qui permet d'améliorer nos connaissances en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie, en entrepreneuriat et bien d'autres. La présentation du Home Biogas se fait à la faveur du Clean School Initiative, l'initiative École propre à travers laquelle le ministère des enseignements secondaires encourage la production de l'énergie renouvelable à partir des déchets. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette grande édition d'information sur Equinox Télévision. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alaotou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, effectivement, nous allons essentiellement parler de la visite de 48 heures qu'a effectué Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sera donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou, et bon week-end. Bonne soirée à vous, Serge Alaotou, meilleur à vous également. Voilà, madame, monsieur.